Alors, on va parler aujourd'hui des fonctions. Pour faire ça, on va commencer par réfléchir un petit peu à un petit problème qu'on peut avoir, à savoir, imaginez, j'ai une variable, cette variable, j'aimerais en faire la valeur absolue. Comment est-ce que je fais ça? Ouais. Désolé de déranger, j'ai Vasco qui m'a envoyé un message. Est-ce que vous donnez le cours en même temps en ligne ou vous le mettez après? Non, il sera mis après. Ah, ok. Il n'est pas en ligne maintenant, il sera Ouais. enregistré et il est mis après. Ok. Comme ça, j'ai le temps d'éditer les choses et d'enlever si jamais. Ouais, comme ça je peux. Pas de souci. Juste une Ouais, minute. merci beaucoup. Du coup, comment est-ce qu'on fait la valeur absolue de cette variable A? Petit rappel de ce qu'on a déjà fait à plusieurs reprises. Comment vous pourriez calculer la valeur absolue de cette variable A? Oui, M. Carrut? On pourrait faire un écartif, voir s'il est plus petit que 0 ou pas. Si il est plus petit que 0, on fait moins A. Oui. Si il est plus grand, on fait rien. Oui, c'est une possibilité. Si je voulais mettre tout ça sur une seule ligne, pour une raison X ou Y, on me dit tiens, j'ai envie de mettre que sur une seule ligne. Oui, M. Bonetti? On peut utiliser la fonction de math.abs, je crois. Oui, alors on pourrait écrire A égale math.apps de A. Ce serait une possibilité. M. Carré? On peut faire avec la méthode. Alors, on met la condition A est plus grande que 0, point d'interrogation. Et puis si c'est le cas, on met A. Et sinon on met moins A. Voilà. Et puis il y aura encore une troisième méthode. Hein. On pourrait faire la racine du carré de A qu'on devrait convertir en entier. Ça, c'est trois manières possibles de faire ça. Imaginons qu'on choisisse la deuxième, parce que celle-là et celle-là, on ne s'en souvient plus. Ça semble raisonnable, vous êtes d'accord avec moi? Une deuxième variable B, une variable C, puis j'aimerais bien faire la somme des valeurs absolues de ces trois variables, A, B et C. Vous êtes d'accord que pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire, eh bien, c'est répliquer ça à trois reprises, et puis eh bien, écrire ici B plus grand que 0, point d'interrogation, B, de point, moins B, et puis pour C, on referait la même chose, C, point d'interrogation, enfin, C plus grand que 0, point d'interrogation, etc., etc. Alors, c'est ce qu'on a ici. Hein. J'ai repris ici exactement le même exemple, et puis on a ça. Le problème, c'est que si on doit faire ça une fois, ça va, deux fois, pourquoi pas, mais 3 et plus, ça va devenir quand même répétitif. Et pas forcément très élégant. Enfin, là, ici, l'élégance, c'est toujours la même chose en informatique. On n'est pas en train de parler de la beauté pour la beauté, mais on se rend compte que si on va devoir faire ça 5, 10, 15 fois, ça ne va pas être la méthode optimale. Et du coup, on va devoir trouver un moyen pour remplacer ça, et ce moyen, ça va être ce qu'on appelle une fonction. Alors, peut-être je vous propose la chose suivante, c'est de considérer que jusqu'à maintenant, le code, il va du haut vers le bas. C'est toujours la même chose. Et c'est un seul bloc. Pour l'instant, on a notre main, on commence dans le main, on va du haut vers le bas. On a vu qu'on pouvait répéter des bouts de code avec les boucles, qu'on pouvait choisir où on allait avec les conditions, mais on n'a toujours qu'un seul gros bloc de code. Si on veut réutiliser quelque chose, on va devoir le recopier à d'autres endroits, comme j'ai montré avec le apps. C'est pas très élégant, puis en plus, c'est compliqué parce que si on se trompe, imaginez qu'ici on se soit trompé, on va devoir changer partout où ça apparaît. D'accord? Et on va devoir retrouver ce qu'on a fait, peut-être qu'on va avoir des expressions qui ressemblent un peu, on risque de se tromper, donc c'est un petit peu dangereux. Donc, c'est pas une solution qui est très maintenable. La solution, ça va être de dire, ok, le code qu'on souhaite réutiliser à plusieurs endroits, on définit une fonction pour ce code-là, et puis on va pouvoir, avec ça, utiliser la fonction et réutiliser le code qu'on a fait.
concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est le même code que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec une fonction. Alors, la fonction, c'est ça. Ça, c'est la fonction. Et puis, on voit qu'il y a plein d'éléments nouveaux qui apparaissent. On a ce public statique du début. On a un nom, ici ABS, pour valeur absolue. Et puis, là, on définit comment on fait la valeur absolue d'un nombre qu'on a appelé x dans le contexte qui est là. Ce nombre, ça va être un entier. Cet entier s'appellera x. Et la fonction qui fait la valeur absolue, eh bien, elle regarde dans ce cas-là, si x est plus grand que 0, on retourne x, sinon, on va retourner moins x. Alors, on voit plusieurs nouveaux éléments ici. On a le mot-clé return qui apparaît. On va avoir cette manière de faire avec des parenthèses qui apparaît également. Ça, cette ligne qui est là-haut, c'est ce qu'on va appeler le prototype de la fonction. Et ça signifie, la fonction ABS, elle attend comme argument un entier x, et elle produit un entier en retour. Bon, ça c'est la définition de la fonction. On va devoir faire ça une fois, expliquer ce que ça fait ABS, et ensuite on va pouvoir, regarder ici, réutiliser le code qu'on a fait en haut. Donc là, on utilise les fonctions en écrivant le nom de la fonction. Sur ce slide-là est contenu tout ce qu'il y a à savoir sur les fonctions. Maintenant, on va devoir un petit peu regarder en détail comment c'est réalisé, qui veut dire les différentes choses, comment on utilise tout ça. Je donne ici pour ceux qui le souhaitent. Alors, vous allez comprendre assez vite que les fonctions, c'est pas... Il y a une certaine difficulté à définir qu'est-ce qu'elles vont recevoir, qu'est-ce qu'elles vont produire, comment ça marche, mais la plus grande difficulté, ça va être de comprendre quand est-ce qu'elles sont appelées et comment elles sont appelées. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, les fonctions, elles ont trois caractéristiques. La première des caractéristiques qu'elles ont, c'est qu'elles peuvent être appelées. Pour appeler une fonction, on écrit le nom de la fonction. Si on reprend ce slide-là, voilà au fond trois appels de fonction. Un premier appel de fonction, un deuxième appel de fonction et un troisième appel de fonction. Les fonctions peuvent recevoir des paramètres. On va donner quelque chose à des fonctions parfois, et c'est ce qu'on fait ici sur ce slide. Ici, on donne à la fonction ABS la variable A, là on lui donne une autre variable B, et là on lui donne une variable C. En réalité, on ne donne pas des variables, on donne des valeurs qui peuvent être contenues dans des variables ou dans des expressions, etc. etc. Et ces valeurs doivent être compatibles avec le type qui est écrit là. Donc à ABS, on va lui donner un entier. Ici, on lui donne bel et bien un entier. On lui donne l'entier qui vaut 34. Ici, moins 23. Et dans le cas C, moins 2. Ça va jusque-là? Parfait. L'évaluation d'une fonction se fait lorsqu'on retourne une valeur. Alors, l'évaluation d'une expression, je vous rappelle, une expression, c'est composé de valeurs littérales, de variables, d'opérateurs et d'appels de fonction. Lorsqu'on va évaluer une expression dans laquelle apparaît une fonction, eh bien, ça va être la valeur de la fonction qui va être utilisée, et cette valeur est donnée par la valeur retournée. Voilà un exemple. Ça, c'est quelque chose qui, normalement, vous surprend peu. On déclare x, une variable de type double, à laquelle on assigne la valeur mat.cos de 3, 14, 15, 9, 2, 6. Selon vous, quelle va être la valeur stockée dans x après l'exécution de cette ligne de code? On a un 1 ici. Monsieur
Oui. Ah non. Ah bah, la classe parallèle, c'était pareil. Hein, à 8h15, visiblement, vous n'êtes pas encore prêt pour la trigonométrie. Quoi. Mais cosinus de pi. Ouais, c'est 180. Non. Alors, on a 1, on a 0. Non, c'est moins. Non, Moins 1. non. 1, monsieur Garut? Non, mais Non, mais ouais, d'accord. Non, c'est un peu une blague, mais cosinus de pi. 1. Ah oui, bah, c'est en dehors. Non, c'est pas 1, c'est moins 1 le Ouais, cosinus ça de va de pi. l'autre côté. Cosinus de 0, c'est là. Ah ouais. Cosinus de pi, c'est là derrière, donc c'est moins 1. Ah oui. Bon, c'est pas un cours de maths, c'est pas grave, c'était juste pour vous challenger un peu, mais c'est trop tôt. Je dirais au prof de maths à 8h, il ne faut pas faire de trigo. Voilà, mais peu importe. Mais ça, vous n'avez pas eu. Vous avez eu une question sur comment on fait le cosinus de pi, etc. Mais vous avez compris qu'on allait calculer le cosinus de pi. Ça, vous avez l'habitude de faire, parce que vous avez une calculatrice, puis vous écrivez 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 7, pouf, vous appuyez sur cosinus et paf, vous avez la valeur qui vient. Ça vous surprend pas, ça. Ça, c'est un appel de fonction. Et vous savez comment on évalue ça. Un cosinus, on doit lui donner un nombre, qui est un double ou un float, mais ça nous retourne un double ou un float. D'accord? Ça, c'est la même chose, mais exprimé avec les mots de la programmation. On passe au paramètre de la fonction cosinus un double, et ça nous retourne un double. Ça s'évalue à un double, ça vaut un double, si vous voulez. Tout ça, c'est la même chose. Alors, sur le slide précédent, j'ai donné des caractéristiques. Ça, c'est, voilà, les caractéristiques d'une fonction, elles peuvent être appelées, recevoir des paramètres, et l'évaluation d'une fonction retourne une valeur. Maintenant, on peut exprimer ça en d'autres mots. Les fonctions, si on reprend le premier point, elles peuvent ne pas être appelées du tout. Regardez, les fonctions peuvent être appelées, elles peuvent, donc potentiellement elles peuvent ne pas être appelées du tout. Mais elles peuvent également être appelées plusieurs fois. On peut appeler 0 fois une fonction, on peut l'appeler une fois, on peut l'appeler 250 millions de fois si ça nous intéresse. Les fonctions, elles vont s'évaluer, ou elles s'exécutent si vous préférez, quand elles apparaissent dans des expressions. Expressions qu'on a définies dans un cours précédent. Okay? Dans les expressions, maintenant, on peut rajouter des fonctions. Et puis, la valeur de l'évaluation d'une fonction c'est ce qui est retourné par la fonction après le mot-clé return. Oui? On pourrait faire une fonction sans return qui ne retourne rien. On va pouvoir faire ça tout à l'heure, on va introduire ça tout à l'heure. Il y a des fonctions qui ne retournent rien. Mais les fonctions, lorsqu'elles retournent quelque chose, eh bien, il faut qu'on puisse être capable dans notre code de dire, voilà, dans notre fonction, on va pouvoir faire ce qu'on veut, on va pouvoir faire des boucles, on va pouvoir faire des if, on va pouvoir faire plein de choses, déclarer des variables, mais à un moment donné, on va dire, voilà, la valeur de la fonction retournée, c'est ça. Et pour ça, on va utiliser un mot-clé particulier qui s'appelle return. Oui, On voit juste pas de derrière. c'est dramatique. Merci. Voilà, merci, ouais. Alors ici, je vois beaucoup de choses sur mes écrans, mais je ne vois pas ce que vous voyez. Ça faisait trop d'écran à prendre. Ok. Là?
Une petite remarque méthodologique. Vous voyez un slide avec un petit carré en haut à droite. C'est un slide sur lequel je vais écrire moi. Maintenant, au début, je fais ça, je laisse, j'écris moi aussi. Après, je n'écrirai plus. Je dirai les choses. Ça vous entraîne à prendre des notes. C'est quelque chose qui est hyper important de prendre des notes parce que peut-être vous le savez déjà, mais c'est pas grave si je le redis. Quand on est en train de faire le cours, vous avez des questions, vous avez des remarques, je dis des choses. Et à ce moment-là, c'est clair les choses pour vous, peut-être. Mais après, que vous allez réviser, vous aurez eu les maths, vous aurez eu l'allemand, vous aurez eu la physique, vous allez avoir plein de choses. Vous allez devoir réviser à un moment donné. Et là, il n'y aura plus la fraîcheur de tout ça. Alors peut-être vous pouvez vous dire, on pourra regarder la vidéo à nouveau et tout ça. C'est un des avantages énormes de la vidéo. Mais vous n'allez pas vous regarder tous les cours pour la révision du cours. Ça prendrait trop de temps. Donc, notez tout de suite les choses que vous avez remarquées qui vous semblent importantes. Okay. Alors, les fonctions, il y a deux choses dans les fonctions. Le langage nous fournit un grand nombre de fonctions. En Java, il y en a vraiment beaucoup. Je vous montre cette documentation qui est là. Que vous retrouvez. Alors, c'est pour une ancienne version de Java, mais c'est vraiment pas important. J'aime bien cette version-là parce qu'elle est en fait affichée sous ce format-là. Le langage Java, il est formé de modules. Ils sont ici, ces modules-là. Et tout ça. Et là, vous voyez, on retrouve maths. Vous voyez au fond à droite, là, on voit quelque chose pour faire des maths. Si on clique dessus, sur ce lien-là, eh bien, on va se retrouver avec plusieurs versions pour faire des maths. Et là, c'est la version maths qu'on connaît, nous. Alors, il y a plein de documentation. Dans cette documentation, on va retrouver, eh bien, ici, E et pi. Regardez, ils sont en majuscules. On sait que c'est des constantes parce qu'elles sont écrites en majuscules. Ça va être des doubles. Le type, ils sont donnés là, les types, c'est des doubles. Et elles sont déclarées statiques. On verra plus tard ce que ça signifie. On va ensuite avoir la description des méthodes. Méthode et fonction, c'est la même chose. J'expliquerai la subtile différence qu'il y a entre les deux, mais pour nous, c'est la même chose. Et là, vous voyez, on a ABS. Retourne la valeur absolue d'une valeur double. Retourne la valeur absolue d'une valeur float. Retourne la valeur absolue d'une valeur int. Retourne la valeur absolue d'une valeur longue. Il y a plusieurs versions de la valeur absolue. Un pour un entier, un pour un long, un pour un double. Regardez. Ici, int a égale, j'avais un int, j'ai fait math.apps de a est un int, ça retourne un int. La fonction qui est appelée ici, c'est celle-là. Et là, on a la documentation, ça nous explique ce qui se passe. Puis il y a d'autres fonctions, regardez. Il y en a plein. Là, on peut avoir le max de deux nombres entiers qui va retourner un nombre entier, etc., etc. Si on prend cette version-là, pour la valeur absolue que j'ai utilisée, math.sqrt de math.pow, ben, si on cherche dans cette documentation SQRT, regardez, retourne la blablabla racine carrée d'un nombre. Puis SQRT, ça existe que pour un double. Moi, je savais que ici, ça nous retourne un double. Ça aussi, ça nous retourne un double en l'occurrence. Du coup, j'ai dû caster en int. Et moi, je le savais avant. Okay, mais je le sais parce que j'ai lu cette documentation. Ça, c'est des classes qui sont fournies, c'est des fonctions pardon, qui sont fournies par Java. Alors, il y a les maths, bien entendu, mais il y a d'autres choses. On trouve des choses pour travailler avec des fichiers comprimés, des zip par exemple, ou des jars. Vous savez, les jars, on avait téléchargé fungraphics.jar. C'est là de là. On va pouvoir avoir des choses pour... je cherche sur cette liste. Java 2D, Swing, ça c'est des choses pour faire des interfaces graphiques, des boutons, des fenêtres, des progress bars. On va avoir ici des choses pour faire du son, si vous voulez jouer un fichier MP3, jouer des fichiers MIDI, si vous êtes musicien ou musicienne, bah là vous allez trouver des choses pour pouvoir faire ça, pour imprimer, pour pouvoir lire des images, pour pouvoir faire des choses avec TCP/IP, enfin le web, des choses comme ça. Vous voulez aller chercher sur Google une information depuis votre programme, vous pouvez le faire avec toutes les fonctions qui sont données dans ces petits modules.
Alors Java, il y en a vraiment beaucoup. Hein. C'est un des langages où il y a beaucoup de choses. Python, il y a aussi énormément de choses, mais Java, il y en a pas mal. Et puis, ça, c'est ce qui existe. Puis on peut en définir des nouvelles. C'est ça qui va nous intéresser. Nous, on va définir des nouvelles fonctions pour éviter de réécrire du code, notamment. Alors, là, je fais un tout petit aparté sur les fonctions mathématiques qui existent, juste pour vous rendre attentif à deux, trois petites choses. Alors, ici, là, j'utilise la fonction sin qui est donnée dans math, donc je vais écrire math.sin. On verra ce que ça veut dire exactement ici le point, mais si maintenant je fais le système.out.println du sinus de 90, on va obtenir sinus de 90, maintenant vous devez être 1. Ok, je suis assez d'accord avec vous, j'exécute le code, on obtient 0,89. De deux choses l'une, ou le sinus de 90 c'est pas 1, ou Java calcule faux, ou il y a une troisième solution. Java fait faux, c'est peu probable. Ça dépend si c'est en radian en degrés. Oui, vous avez ça en tête aussi? Oui, effectivement. Alors, là, bien sûr que je vous taquine un petit peu, mais si on va regarder ici, dans la documentation, ça c'est arcsinus, retourne le sinus trigonométrique d'un angle, et puis là on voit dans les paramètres de la fonction, A est un angle donné en radian. Donc, on voit que c'est en radian, il faut qu'on utilise ça autrement. La documentation c'est importantissime, d'accord? Je sais qu'on a vite tendance, alors ça c'est une remarque qui s'adresse à celles et ceux qui ont déjà programmé parmi vous, on va vite sur Stack Overflow, regardez ce qui se passe, pourquoi mon sinus il marche pas. Lisez la documentation d'abord, il y en a, elle est bien faite en l'occurrence, c'est écrit dedans. Ça c'était une petite première remarque. Si maintenant je fais ça, ben vous voyez, je peux faire plusieurs appels de fonctions dans une expression. Cosinus de 0 plus cosinus de 0, ça va donner 2. Et ça marche comme on s'y attend. D'accord? On retrouve aussi des fonctions. Là, il y a, pour faire le cosinus, on a besoin de donner un argument. Ça s'appelle un argument. Il y a des fonctions qui ont besoin de plusieurs arguments. Regardez, math.pow. Pourquoi il y a 2 arguments? Parce que c'est la mise à la puissance. Donc on doit donner la base, puis on doit donner l'exposant. On doit donner 2 choses à cette fonction. Sur votre calculatrice, c'est la même chose. Hein. Vous écrivez un chiffre, puis après vous mettez le symbole puissant, puis vous écrivez l'autre chiffre. Alors par exemple, si je fais 2 puissance 24, 16 777 216. En notation ingénieur ici. Si on prend un autre nombre, ça affiche normalement, bien entendu. Puis, alors ça c'est les fonctions qu'on connaît déjà. Il y a d'autres fonctions qu'on connaît peut-être moins. Math.random. Ça c'est quoi random? Aléatoire. Bah, regardez, si j'exécute mon code, j'obtiens 0,27. Si je réexécute mon code, j'obtiens un autre nombre. Et encore un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. Chaque fois que j'exécute mon code, j'obtiens un autre résultat. À quoi ça sert un bidule comme ça? Une fonction qui fait jamais la même, qui retourne jamais la même chose. Madame Fay, vous avez une idée? À quoi ça pourrait servir? Oui, pour jouer au loto, merci, excellent. On peut jouer au loto avec ça. Alors, math.random, ça retourne un nombre entre 0 et 1 non compris. Alors, on ne peut pas tout à fait jouer au loto avec ça. Mais presque. Comment on fait pour jouer au loto? C'est des chiffres de 1 à 6, pour autant que j'en sache. Oui? 90 ou 300. Ouais, alors on peut faire fois quelque chose. Pour jouer au loto, on devrait faire fois quoi? Loto, je crois que c'est des chiffres de 1 à 6, hein, c'est juste en Suisse, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est ça. Hein? Il y a 50 chiffres, mais il y a 6 positions. Alors, jouons au dé, c'est plus traditionnel, avec un D6, un D6 standard, quoi, hein, enfin un D6, pas un D20, un truc comme ça. Ouais, du coup, comment on fait? On fait x10 et puis on met ça dans un ring. On fait x6. x6, puis on met ça. x10, pardon. Non, un D6, on joue avec un dé à 6 faces. Ah ouais. Ok? Alors, si on fait ça, puis on met dans un int,
qu'est-ce qui va se passer? Alors on peut faire ça, on peut même laisser dans un double si on veut. Hein. Mais mettons dans un int comme vous le suggérez. Voilà, on fait ça, bim. Regardez, je lance mon dé, 0. Ah, damn it. On ne peut pas avoir un 0 dans nos dés. Ok? Alors là, il y a deux problèmes. Il y a tout d'abord que j'ai fait un cast de math.random. Regardez ce que j'avais avant. Ça donnera toujours 0 ce que j'ai écrit. Hein. Parce que en fait, le cast est plus prioritaire que le fois. Donc on cast math.random en int. Donc on a un nombre entre 0 et 1 qu'on cast en int. On enlève tout ce qui est après la virgule. Donc on va avoir tout le temps 0. 0 fois 6, ça donne tout le temps 0. Donc ce code donne tout le temps 0. Alors du coup, on va caster en int math.random x 6. Et là, j'obtiens des chiffres. Regardez, 1, 4. Ah, j'ai obtenu 0 quand même une fois. Vous avez vu? Ah, de nouveau 0. Et en fait, j'obtiendrai jamais 6 avec ça. Hein. Et j'obtiens 0. Du coup, je fais quoi, monsieur Ducret? Oui, on rajoute plus 1. Voilà. Puis là, on peut jouer au loto. Puis regardez. On doit jouer 6. Tirons 6d6. Voilà, on tire 6d6. Ouf. Voilà. Vous avez vu comment ça marche? C'est vraiment tout le temps comme ça la prog. Hein. On a une petite brique nouvelle, on joue un petit peu avec. Ah, un truc qui fait entre 0 et 1. On peut faire quoi? On peut jouer au loto, c'est juste. Après, pif, 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 on peut faire plein de choses. On peut jouer plein de fois au loto. On peut tirer quelqu'un dans la classe au hasard. On peut faire vraiment plein de choses. Le math.random, c'est vraiment intéressant. Après, vous dites, on peut jouer au loto avec ce math.random, il ne faut pas jouer au loto. Parce que si vous me donnez un des nombres qui est là, vous me donnez deux des nombres qui sont dans math.random, on fait math.random, je refais une fois math.random, et vous me donnez les deux nombres, moi je peux vous dire quelle va être les suivants. Donc c'est pas une super manière pour jouer au loto. Hein. Math.random c'est un peu aléatoire, c'est ce qu'on appelle un nombre pseudo-aléatoire. D'accord? C'est fait avec des registres à décalage, et puis des valeurs qu'on met dans un registre, puis on fait tourner, puis on a l'impression que c'est des nombres aléatoires, mais c'est pas vrai. C'est pas facile. Un processeur, c'est purement déterministe. Hein. Ça fait tout le temps la même chose, avec les mêmes conditions initiales. Donc, comment faire de l'aléatoire avec ça? En fait, dans les vrais systèmes informatiques aujourd'hui où il y a de l'aléatoire dedans, il y a par exemple la mesure du bruit thermodynamique à l'intérieur du processeur qui se fait. Ça, c'est un processus qui est aléatoire. On peut aussi prendre une source de radiation avec un détecteur Geiger, puis on compte le temps entre deux pulses. Parce que les processus qui font de la radioactivité sont aléatoires, naturellement. On ne peut pas prédire quand ça vient. On sait à peu près comment ça va venir, mais pas en réalité comment. Pour la petite histoire, il y a un site incroyable qui s'appelle random.org, qui est très ancien, et sur ce site-là, en fait, ils utilisaient des sources de radiation, parce qu'on n'a pas tous du césium 138 à la maison, et eux, ils en avaient, du coup, ils fournissaient des nombres aléatoires, et regardez, on peut chez eux aller générer des nombres aléatoires, regardez, paf. Ça, c'est un nombre vraiment aléatoire. Il ressemble beaucoup au nombre qu'on avait avant, mais celui-là, il est vraiment aléatoire. Ouais, hein? Mais si la différence entre ça, c'est... Moi, je peux aller jouer, je peux faire une machine à sous, puis vous allez tout le temps gagner avec votre machine à sous si vous êtes un bon informaticien ou une bonne informaticienne. Et ce vrai nombre-là, moi, je préfère utiliser celui-là. Après, regardez, on peut faire plein de choses. On peut générer des mots de passe aléatoires. Bon, ça, vous connaissez. Voilà, des mots de passe vraiment aléatoires. Je crois qu'on peut même jouer au loto, en fait. C'est marqué avant. C'est écrit Games, Loterie Quick Pick. Ah bon, on va savoir. La Suisse, le loto, Pick Ticket, vous pouvez jouer. Si vous gagnez, je fais 10%. Avec ces chiffres, hein, j'entends. Voilà, regardez, ça c'est des choses aléatoires. Et puis l'aléatoire, on va le retrouver dans plein d'endroits. On peut faire une image aléatoire, j'ai vu ça, voilà. Bim, voilà une image aléatoire. Et bim, une autre, une autre, une autre, une autre. Vraiment aléatoire. L'aléatoire, ça joue vraiment un rôle très important en informatique. Hein. Moi, je trouve ça passionnant, il y a vraiment plein de choses à faire. Et là, je vous montre juste, et je vous rends juste un tout petit peu attentif à ça. Mais moi, j'ai juste une question. Oui. Mais du coup, quand on a les identifications à deux facteurs, ouais. Ouais, quand on a notre code, puis après, il nous donne un chiffre aléatoire. Oui. Ça, c'est aussi un peu comme votre site. Non, il n'est pas aléatoire, votre chiffre-là. Eux, ils savent comment vous devriez calculer ce que vous avez calculé. Ok. Il dépendra du temps. Il y a deux clés, et puis voilà. Vous verrez ça dans un cours de cryptographie quand vous allez faire la 3e année. En informatique. Ouais. Voilà. Alors, on va définir quelques fonctions maintenant.
Pour définir une fonction, on donne ce qu'on appelle le prototype de la fonction. Alors le prototype, il contient tout d'abord le nom de la fonction qui doit être un identificateur valide, selon les règles qu'on a vues, je vous rappelle, hein. Ça doit commencer par une lettre, suivie éventuellement de lettres ou de chiffres en majuscule, minuscule, avec underscore et dollar. Les règles restent valides. En plus du nom de la fonction, on doit avoir le nom et le type du ou des arguments. Une fonction, elle va prendre des arguments, on va devoir dire, quand on donne le prototype de la fonction, quel est le type de ce qu'on va devoir donner à cette fonction, quel est le nom, et puis combien il y en a. S'il y a des fonctions qui ne prennent aucun argument, vous avez vu, random, ça prenait aucun argument, j'appelais random simplement, bien, on doit mettre une paire de parenthèses vides dans le prototype. Et puis, les fonctions, elles retournent une valeur, elles donnent quelque chose en retour. Elles donnent un maximum une chose en retour, pas donner deux choses, elles donnent qu'une seule chose en retour. Et parfois, elles donnent même rien du tout. Alors ça veut dire qu'une fonction, elle ne peut pas retourner deux trucs, trois trucs. Je dis trucs parce que on reste large ici. D'accord ? Une fonction, ça retourne une chose ou zéro chose. Comment on calcule l'aire d'un triangle? Comment on calcule l'aire d'un triangle? Là, vous n'étiez pas très en forme pour la trigonométrie, mais la géométrie de base. Une personne sait. 2, 3, 4. Et Madame de Cher, vous savez comment on calcule la Comment on calcule l'aire d'un triangle, Madame de Cher, vous taquine un peu. C'est pas méchant. Oui, base fois hauteur divisé par 2. On voit rien. On voit quelque chose sur la caméra? Vous voyez quelque chose? On voit un peu, hein. Pas beaucoup, mais on voit un peu. Okay. Base fois hauteur divisé par 2. Alors, regardez, une fonction qui va calculer l'aire d'un triangle, on va devoir lui donner la base, on va devoir lui donner la hauteur. Puis ça va nous produire un chiffre. On peut l'avoir comme ça, cette fonction. Regardez. Comment on appellerait une telle fonction d'après vous? Quel est le nom qu'on pourrait donner à la fonction qu'on est en train d'essayer de définir ensemble? R. Oui, c'est bien. Je me permets une toute petite suggestion. R triangle, encore mieux. Vous voyez, l'aire triangle, c'est une boîte noire qui reçoit une base et une hauteur. C'est quoi le type de ces valeurs-là? Qu'est-ce qu'on choisit comme type? Monsieur derrière, on choisit quoi comme type pour la base et la hauteur? Vous vous souvenez de ce que c'est les types? Oui, vaguement. Vaguement? Il faut être un peu plus précis. Donnez-moi deux types que vous connaissez. Je pense qu'on confond les doubles. Oui, il y a des doubles. Non, vous ne confondez pas, c'est juste, c'est ça? Les booléens, c'est des types. Les booléens, c'est aussi un type, c'est bien. On rappelle juste les types, comme ça fait un rappel. Je suis sûr qu'il n'y a pas de punch derrière. C'est normal. Les semaines, elles passent. Il y a les maths, il y a plein de cours à côté. Mais on n'a pas le choix ici. Hein. On doit savoir ce que c'est un type, sinon vous ne comprenez pas ce que j'explique ici. Ok? Donc il y a booléen, il y a double, il n'y a quoi d'autre? Monsieur Brocard? String, char. Oui, string, char, c'est juste. Monsieur Morin? Hein? Float, in, byte. Short. On les a presque tous. Oui, long, merci beaucoup. C'est quoi la différence entre tous ces trucs? Entre tous ces types? Vous avez une idée? Monsieur Bonvin? La façon dont ils sont enregistrés dans la mémoire, puis enfin, le contenu qu'ils peuvent. Ouais, le contenu qu'on peut stocker dessus. Typiquement, un booléen, on peut stocker la valeur 1 ou 0. True ou false? Ouais, attention. true ou false. Mais bah, typiquement, un int, on va pouvoir stocker un chiffre, enfin un nombre. Un nombre, un entier, positif, négatif, entre moins 2 milliards et 2 milliards. Un byte sera entre moins 128 et 127. Toujours garder ça en tête. Du coup, pour l'aire d'un triangle, qu'est-ce qu'on donne comme type en entrée? C'est quoi le type qu'on va choisir? C'est une question qu'on se pose tout le temps en prog. C'est pour ça que je vous embête avec ça. C'est pas pour pourrir la vie. Mais on doit choisir des types tout le temps. Qu'est-ce qu'on choisit pour l'aire d'un triangle, pour la base et la hauteur? Un double? Oui, on peut. On pourrait mettre un entier aussi, ça dépend. Des fois, on travaille
On travaille sur une grille, et puis voilà, bah, notre triangle, il peut avoir qu'une largeur entière. 2, 3, 4, 5, une base entière. Et là, on peut dire, de manière générale, on a un double. Ça va bien. Remarque au passage, regardez bien dans les solutions que j'ai écrites, c'est moi qui corrigeais la série. Quand j'ai corrigé la série, si vous avez écrit booléen, puis la valeur c'est 0 ou 1, c'est faux, hein, strictement parlant. On peut pas. Quand vous écrivez un string comme réponse, on met des guillemets au string, je n'ai pas compté faux ça. Et quand vous écrivez aussi hello toto, c'était l'une des solutions qu'il y avait. Hello toto, le H il a une majuscule. Ici vous écrivez ça, et qu'il n'y a pas d'espace au milieu. Ce sera faux malheureusement. Ok? C'est faux, c'est pas parce que j'ai envie de vous pourrir la vie, c'est parce que c'est comme ça que c'est vraiment dans le code. Ok? Ça faut être attentif à ça. Bien. Donc on a ici notre fonction qui reçoit un double, base et hauteur, puis ça produit quoi comme type de résultat? Monsieur Bonvin? Un double aussi, ouais. Ici, l'aire du triangle, on sait que ça va recevoir deux doubles et produire un double. C'est tout le temps dans les choses mathématiques, c'est souvent on a des doubles et des doubles. Hein? Mais quand même pas toujours. Parfois, imaginez, est-ce qu'il y a une fonction mathématique qui pourrait prendre un double qui retourne un entier? Ouais? Si on prend calcule que la partie entière de quelque chose. Oui! Ou la fonction qui fait l'arrondi. 3,2 arrondi, on pourrait mettre que ce soit un entier, ce sera toujours un entier si c'est un arrondi. Ok? On ne sait pas, mais ce sera un exemple. Ça, vous allez devoir réfléchir à ça quand vous faites des fonctions. Voilà, donc ça, c'est le prototype sous forme de dessin d'une fonction qui calcule l'aire du triangle. Alors ça, c'est un dessin. Mais dans ma tête, moi, je vois ça quand j'ai un prototype de fonction. Hein. Quand on me dit j'ai une fonction, bah, il y a des entrées et des sorties. Il y a une autre image qui marche assez bien, c'est de s'imaginer qu'il y a une porte. Parce qu'il y a deux choses en fait dans les fonctions. Ça, c'est un truc qui est hyper difficile au début. Dans les fonctions, il y a un moment où on définit la fonction, puis il y a un moment où on utilise la fonction. C'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Là, on dit, ok, on est en train de dire comment on calcule l'aire du triangle. Hein. Vous savez, vous m'avez dit tout de suite, Madame Burchère, base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est parce que vous avez fait beaucoup de maths, vous n'avez pas encore fait beaucoup de prog, peut-être. Ça, c'est ce qu'on va devoir mettre là-dedans. Mais ça, ce dessin-là, c'est en fait le contrat qu'on passe entre l'appelant et l'appelé. L'appelant, c'est celui qui va écrire. Je veux calculer R triangle 2, 5. « 8, 14. Ça c'est l'appel de fonction. Quand moi, j'appelle une fonction, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire ça, de savoir ici, est-ce que je dois mettre un double, un int, un string, machin. Et qu'est-ce que ça me retourne? Ben, ça, c'est le prototype qui me dit ça. Ça me retournera un double, là, je dois donner un double et un double. Le premier, ça va être la base, le deuxième, c'est la hauteur. C'est ça que je dois m'interroger quand j'appelle les fonctions. Et ça, je peux mettre dans un double. Je pourrais aussi... je peux faire ça comme ça. Ça, vous avez compris, ça, c'est l'appelant. Puis, quand on écrit le corps de la fonction, c'est ce qui va venir après, on doit savoir pour faire base fois hauteur divisé par 2. Moi, quand j'appelle la fonction, je m'en fiche de savoir comment c'est calculé, en vrai. C'est pas mon travail quand j'appelle la fonction. Quand j'appelle cosinus, je m'en fiche comment c'est fait en vrai, vous êtes d'accord? Le prototype, c'est ça. Et en fait, on peut aussi voir ça comme ça. Cette idée de on s'en fiche de ce qui se passe. Imaginez, moi je suis l'appelant. Je rentre dans la salle comme ça, je vais jusqu'à la porte, puis je sais que je dois fournir deux choses. Je dois fournir un premier machin qui s'appelle la base, un deuxième machin qui s'appelle la hauteur. Je fournis, puis moi je l'arrête pendant ce temps-là. À l'intérieur de la salle, quelque chose se passe, peu importe quoi. Je sais qu'à la fin, je vais recevoir un double, je reçois mon double, puis je fais au revoir, puis je pars. Ok? L'interface entre l'appelant et l'appelé, c'est ça. On se dit, ok, moi je te donne deux trucs, toi tu me donnes un truc. C'est ça, le prototype. Puis ce que vous allez faire dans la salle, ce que la personne fait dans la salle, c'est pas mon problème. Après, moi je retourne vivre ma vie, faire mon code, etc., faire mes calculs. Dans la salle, ça se passe autrement. Okay? Vous voyez un peu cette idée? Bon. On fait juste pour la mise au carré le même exercice. Et après, on prend la pause. Mise au carré. Mise au carré, on doit donner un nom à la fonction. Ici, j'ai appelé ça square, en anglais. Mise au carré.
Pour faire la mise au carré d'un nombre, je dois donner un type. Est-ce que je donne un double, par exemple, qui s'appelle ici x. La mise au carré, ça va me retourner un nombre x. Enfin, ça va me retourner aussi un nombre, de type double. Ça, c'est le prototype. Ensuite, vient le corps de la fonction. Ce que Mme Burcher a dit tout à l'heure pour l'aire du triangle. Comment on fait la mise au carré d'un nombre? C'est pas difficile. Je vous donne un nombre x, vous dites donnez-moi ce nombre x au carré. Comment vous faites, M. Bourlin? Oui, x fois x. Alors, il y a des gens pour qui cette partie-là de définir le prototype, c'est dur. C'est vrai, il y a un truc qui est compliqué là. Après, quand on va l'utiliser, il y a plein de petites subtilités. Comme ça, le nom de la variable x, ici, le fait que ce x là n'a rien à voir avec les autres x qui existent, ça va vous poser des problèmes. Mais il faut aussi savoir ce qu'on fait. Ce qu'a dit M. Bonvin, x fois x. On va avoir ça qui apparaît à quelque part. Regardez, il apparaît là, le x fois x. Qu'est-ce que j'en fais, ce x fois x? Je le mets dans une variable ici. Et après, je dis return value. Quand on écrit return, c'est un nouveau mot-clé. Ce mot-clé signifie ça, c'est ce que je vais aller ramener à la porte à celui qui m'a appelé. C'est ça que ça veut dire. Parce que dans la salle, je peux faire ce que je veux. Je peux faire une boucle, je peux faire des ifs, je peux faire des conditions, je peux déclarer des variables, je peux faire tout ce que je veux. Mais à un moment donné, le prototype, il dit on doit produire un double dans cette fonction. Donc on doit faire un return de quelque chose qui est compatible avec double. Ça marche? Dans cette mise au carré, la partie du haut, c'est le prototype. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le corps de la fonction. Maintenant, juste avant la pause, je vous montre comment on fait ça. Donc, vous avez vu, ça c'est... En fait, ce main qui est là, en vrai, c'est une fonction. Hein. On la verra tout à l'heure, cette fonction qui est là. On ne peut pas écrire une fonction dans une fonction. Au labo, demain, vous aurez oublié ça, puis vous allez écrire dans le main une autre fonction. Ça ne marchera pas. Mais les fonctions, on les met ou en haut ou en bas du main, c'est égal. Puis, ben voilà, la définition d'une fonction. Je suis obligé de rajouter un petit mot ici devant pour que ça marche. Faites comme si vous ne voyez pas pour l'instant. Ok? Puis en dessous, ben, je peux écrire square de 5. C'est ça que ça me donne, la fonction. Voilà tout ce que ça me donne. Ça me donne la possibilité de factoriser un bout de code et de le réutiliser plusieurs fois. Regardez, là, je fais square de 5. J'affiche square de 5. Hop là, pardon. Ça affiche 25, vous avez vu? Ça marche comme je voulais. Ça fait quoi, ça? C'est brun. Oui! Comment vous avez calculé ça? Oui, 3 au carré, Ok? On peut ensuite l'utiliser comme on veut. Combien de fois on veut? Plus 3. On peut mélanger ça dans une expression. Ouais, ça va faire trop. Ça. Non, ça fera 100. Ouais, ça va. 150, peut-être. Hop là. J'ai pas mis juste mes parenthèses. Vous voyez l'exercice que vous avez fait sur les parenthèses. Le compilateur, lui, est attentif, plus que moi en l'occurrence. Oui, ici, j'ai ça qui est en trop. Et qui est là. Bim. Vous voyez? On peut mélanger tout ça. Ça nous donne ça, ça nous offre. Puis je peux utiliser square autant de fois que je veux, mélanger comme je veux. Comme si c'était une fonction mathématique qu'on avait fait. Ça marche? Parfait. On fait 5 minutes de pause. On se revoit exactement à 9h06.
Voilà, donc là, vous avez les personnes, vous avez les points. Alors, regardez pas, parce que voilà, c'est chacun pour toi. Là, vous avez les points par série. Là, vous avez le poids de la série, avec différentes séries, série 2, 3, 4, 6, 7, micro-projets. Puis ben, là, on peut dire, par exemple, que Monsieur AB a déjà 0,03 de bonus assuré. OK? Sur un maximum de 0,25. Voilà comment on gagne des points de bonus. Ça marche? Après, ça change, parce que là, je ne vais pas prendre, par exemple, la série 4, je ne la ramasserai pas. Du coup, ça change un peu d'année en année, je change un peu les manières de faire. Mais l'idée, c'est ça. À chaque fois que vous rendez quelque chose, vous gagnez une partie. Le micro-projet, ça compte plus, c'est beaucoup plus grand que de rendre une série. Donc là, en gros, vous avez 1, 2, 3, 4, 8 points au maximum. Et si vous avez fait 40 points sur 43, vous avez 43e de points sur 8. 8 qui donne 0,25. Ça, ouais, peu importe, vous avez gagné un bonus et c'est super. Ok? Là, vous avez déjà 0,03 de bon pour l'examen, si vous voulez. Ça fait 4,5. Après, il y a encore le jeu des arrondis au demi-point, parfois, et tout. Donc, ça peut passer d'un 3,75 à un 4, surtout. Assez facilement. Voilà. Argument multiple, je vous propose juste de regarder le code qui est là. Là, on a une fonction square qui prend x un double, qui retourne un double. Elle est là. On peut aussi avoir plusieurs arguments. Donc, regardez, on fait la fonction que Madame Burchard nous a aidé à faire tout à l'heure. L'aire du triangle. OK? Alors, comment on fait ça? Ben, ça produit un double. On doit lui donner un nom. On doit lui donner ici base, ici hauteur. Voilà, une fonction à deux arguments. Le premier, ce sera la base, le deuxième, ce sera la hauteur. Souvent, vous allez me dire, ah ouais, mais comment on fait pour dire lequel est lequel? C'est l'ordre. Le nom des machins qui sont là, ça et ça, c'est égal. Regardez, si ici j'appelle ça fou, puis ça j'appelle Titi, ça fait la même chose. Et fou et Titi, c'est valable que là-dedans, hein, ça n'existe pas ailleurs. Après, une autre question qui revient souvent, c'est ouais, mais en dessous, regardez ici, je fais R triangle, je mets où fou et Titi? Où est-ce que je dois les mettre? Je dois mettre une variable ici qui s'appelle fou? Non. Ici, on appelle la fonction avec des valeurs 5 et 3. Ça peut être des expressions ici. Tant que c'est des doubles, tant que c'est convertible en double à la fin, faisons comme ça c'est un peu plus clair. Voilà, on va avoir des doubles. Et ça, le résultat de cette expression-là va aller dans fou. Quand on passe la porte, en fait, il y a deux petites cases, une qui s'appelle fou, une qui s'appelle Titi. Le nom, en fait, quand on appelle, on s'en fiche. On voit qu'il y a deux cases, il y a la première case et la deuxième case. Dans la première case, on met la base, dans la deuxième case, on doit savoir ce qu'on doit mettre à quel endroit. Puis après, à la fin, on a une case pour le résultat. Puis après, vous, ce que vous faites à l'intérieur avec ça, de nouveau, ça ne nous intéresse pas comment vous les avez appelés à l'intérieur et tout. Okay? Quand on appelle. Et là, j'appelle. Regardez ici, là, j'ai le rôle de l'appelant, puis là, c'est le rôle de l'appelé. Puis entre les deux, il y a ça. Souvent, je fais comme ça. Regardez, là, j'ai juste caché. J'ai caché l'implémentation. Parce que quand je suis en train de faire mon main, quand je suis en train de travailler dans le main, en réalité, tout à quoi je pense, c'est ça. Juste les prototypes. Quand je suis en train de faire les fonctions, je dois ouvrir ça puis réfléchir à ce qu'il y a dedans. On remontrera ça encore. Alors le return, on a vu, j'ai écrit return là. Return, ça fait deux choses. Ça ressort de la fonction immédiatement. J'ai rajouté immédiatement par rapport au slide que vous avez. Ça sort tout de suite. Pas après, pas autrement, ça sort tout de suite de la fonction. Et la deuxième chose, ça retourne la valeur de la fonction. Ça produit le résultat. Ça dit, voilà le résultat que j'ai produit. Ça amène la valeur à la porte, si vous préférez. On peut avoir plusieurs returns dans une fonction. Mais le return, il ressort immédiatement de la fonction. Du coup, vous ne voyez pas comme un problème. Si le return sort immédiatement de la fonction,
À quoi ça sert d'en avoir plusieurs? Une personne a une idée, 2, 3. Le dernier rang est un peu plus silencieux aujourd'hui, mais je vous vois, monsieur Bonda. Vous pensez à quelque chose? Si on fait avec un if. Oui, merci beaucoup. On peut avoir plusieurs returns, ça ne veut pas dire qu'ils vont être exécutés tous, avec un if, un switch case, n'importe quoi. Merci beaucoup. Certaines fonctions sont un peu spéciales. On vient, on leur ramène des choses, on leur dit voilà une valeur, voilà une autre valeur. Fais ce que tu as à faire, mais elles ne nous produisent rien en retour. Elles ne nous donnent rien en retour. Donc on ne peut pas utiliser la valeur de retour d'une fonction qui est comme ça, qui s'appelle une fonction void. Le type de retour, c'est void. Quand on écrit le prototype de la fonction, le type ici, ça va être void. Et l'usage, il est un peu particulier de ces fonctions. C'est des fonctions qui travaillent avec ce qu'on appelle un effet de bord. Réfléchissez 2 secondes. Imaginez, j'appelle une fonction dans mon code, cette fonction, elle ne donne pas un résultat qui est utile. Regardez. Ici, R triangle 5,3 à la ligne 16. Quelle est l'utilité de faire ça dans ce code qui est là? Vous savez ce qu'il y a dans R triangle. Alors, première question, est-ce que cette fonction est exécutée? Oui ou non? Oui, elle est exécutée. Son nom est appelé, on l'exécute. Est-ce que ça sert à quelque chose sur l'état du programme dans le main? Non. Ça n'a aucun effet sur l'état. Nous, tout ce qui nous intéresse, gardez bien ça en tête, c'est l'état. Vous savez, je fais tout le temps ces 2 colonnes à tableau. L'état, je fais un autre truc à côté, j'écris la console. Sur l'état du programme, l'appel de cette fonction-là, dans le main, ça ne change rien. Rien du tout. Donc, ça ne sert à rien de l'appeler. Vous êtes d'accord? Je peux enlever cette ligne-là. Alors, normalement, je pourrais, sauf que parfois, il y a des effets de bord. J'en rajoute un ici, d'accord? On est OK que là, ça ne fait rien du tout. Ça affiche, alors j'enlève cette ligne-là qui me trouble un peu. Ça, ce programme ne fait rien du tout de visible. Je l'exécute, regardez. Hop, rien ne se passe. Je vais vraiment l'exécuter. Maintenant, qu'est-ce que ça change, ça? Est-ce que dans le main, je fais quelque chose? Est-ce que ça affiche quelque chose dans le main? Ouais. Pas dans le main, hein? Voilà l'effet de bord. L'effet de bord, c'est qu'en fait, il y a bien une porte entre moi qui suis de l'autre côté, qui suis dans le main, et vous qui êtes la fonction. Mais là, vous faites quelque chose. Vous venez sur la console et vous écrivez un truc. Puis la console, elle est partagée par tout le monde. C'est ça un effet de bord. C'est un effet à l'extérieur du programme. La console, c'est l'extérieur du programme. Voilà un effet de bord. Là, c'est un effet de bord un peu spécial, parce que la fonction, elle produit quelque chose, on pourrait utiliser le résultat, mais on ne l'utilise pas. On a le droit de faire ça, hein. Ça vous trouve aussi parfois. On a le droit d'appeler une fonction, même si ça ne sert à rien. Hein. J'ai le droit de calculer le cosinus de 25 si je veux, puis pas l'utiliser le résultat. Hein. C'est une possibilité. Là, j'ai un exemple un peu plus concret avec une fonction qui est vraiment de type void. Là, il y a 2 fonctions. Concentrez-vous tout d'abord sur celle en dessous. Et j'aimerais savoir, sur la fonction en dessous, pourquoi j'ai décidé d'écrire cette fonction-là, moi, d'après vous. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qu'il ne comprend pas dans cette fonction? Dites-le, c'est le moment idéal. Oui. L'avant-dernière ligne, on y a return, mais il n'y a rien. Enfin, ça retournerait quoi comme. Ça ne retourne rien. Ici, il est optionnel le return. On peut même ne pas le mettre. On met juste return, pas return quelque chose. On met rien parce que justement, le type de retour est void. Vous avez vu? Écrit void là. Ça veut dire quoi void en anglais? Quelqu'un sait? Vide. Vide. Ouais, c'est néant aussi. C'est la différence entre empty et void. Empty, ça pourrait être plein. Void, pas. Oui? Mais ça veut dire que le return à la fin, c'est juste à dire que c'est la fin de la fonction. Oui, ça sert à dire c'est terminé là. On peut l'enlever là. On n'est pas obligé de le mettre. C'est la fin de la fonction. Parce qu'un des 2 effets du return, c'est d'arrêter la fonction immédiatement. Ok? Oui? Moi, je comprends pas l'intérêt. En fait. Ah!
Mais ça fait quoi cette fonction? Ouais, tu relais. Bon, Enfin, C'est moi. le principe, c'est juste à la place de devoir mettre system.out.println, on met juste SO et puis entre parenthèses, la variable. vous avez vu? Parfois, quand on est programmeur ou programmeuse, eh bien on peut simplifier la vie. Oh, comme c'est long d'écrire system.out.println. Oh là là, c'est tellement long que regardez ici. Vous avez vu, j'ai remplacé mon system.out.println par un SO. Ok, j'exécute mon code, j'arrive dans le main, boum, comme d'habitude, SOUP. Ça va appeler simplement system.out.println. On peut se dire, ça sert à rien, ça raccourcit un petit peu. Ça peut servir, c'est déjà pas mal. Maintenant, regardez. Petite crise de confiance un jour. Chaque fois qu'on va faire un SO, ça va nous écrire You are the best. Ça, c'est une blague, mais si on affiche maintenant l'heure actuelle, est-ce que je sais faire ça? J'espère. Toujours difficile. Non. Mais c'est date. Deux secondes. Je ne sais pas comment on fait ça sans prendre un tout petit moment, c'est pas grave. Là, on pourrait imaginer appeler une fonction qui nous donne la date actuelle et l'heure actuelle pour pouvoir afficher un petit message avec l'heure à laquelle le message s'est affiché. Imaginez votre programme il tourne pendant longtemps et puis vous voulez savoir à quelle heure les gens tapent sur votre programme. Vous faites ça, vous avez du coup dans la console l'heure à laquelle quelqu'un a tapé sur la touche. Avec ça. Là, en l'occurrence, ça met juste ça, youpi. Ok ? Voilà un exemple de fonction qui a un effet de bord. Ok ? La deuxième fonction, elle fait quoi? Oui? Si on envoie un chiffre, si c'est 0, ça répond du coup au chiffre. Oui, regardez, cette fonction, c'est juste, merci beaucoup, M. Bonetti. On lui donne i un entier, elle nous produit un booléen. On lui donne un entier, puis elle nous donne un booléen. Regardez, j'arrive avec un chiffre, 28. Elle me dit false. Je lui arrive avec un chiffre, 34. False. Avec un chiffre, 0. Elle me retrouve true. Regardez, c'est hyper utile. Non, je crois que je l'ai déjà faite. Là, elle est déjà là. Regardez, la fonction is0, elle est là. Là, maintenant, au lieu d'écrire ici, je pourrais écrire a égale 0. On pourrait faire ça. Maintenant, je peux utiliser la fonction is0 avec a, qui elle me retourne un booléen. Alors pour is0, c'est pas super intéressant, mais parce qu'en fait, on peut juste écrire égale 0. Mais si on cherche si a est un nombre premier, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'on cherche à plein d'endroits dans notre code. Est-ce que a est premier? Donc on peut faire une telle fonction. Ces fonctions s'appellent des fonctions prédicats. On leur donne quelque chose, elles nous retournent vrai ou faux. Bien. Est-ce que ce nombre est premier? Est-ce que ce nombre est un multiple de 14? Est-ce que ce nombre est n'importe quoi, une puissance de 2 entière, ou ce qu'on veut, ok? On peut faire ça. Un deuxième exemple ici de return. Alors, les fonctions, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, on fait ce lien avec les mathématiques, hein, math.cos, math.sin et tout ça, on voit bien ce lien. Il faut faire attention, en mathématiques, les fonctions, elles retournent toujours quelque chose. L'histoire de l'effet de bord, qui a un effet sur la console, ou sur une imprimante, ou sur le clavier, ou je ne sais quoi, ça n'existe pas en mathématiques. Une fonction en mathématiques, ça retourne toujours quelque chose, et quand on appelle 2 fois une fonction, elle retourne toujours la même valeur. Cosinus de 0, ça retourne toujours 1. En Java, on peut programmer d'une certaine manière une fonction pour que lorsqu'on l'appelle 2 fois avec la même valeur, imaginez que vous avez une fonction qui s'appelle foo, je fais foo 0, elle me retourne 0, je rappelle foo 0, elle me retourne 28.
On peut avoir une fonction qui fait ça, ce qu'on appelle les fonctions impures. C'est comme ça en Java, on peut faire ça. En C, c'est le même problème. Il y a des langages pour lesquels ce n'est pas le cas, où c'est les mêmes que les fonctions mathématiques. Mais attention, les fonctions, ça ne retourne pas toujours la même valeur quand on les appelle avec les mêmes arguments. Puis les fonctions, parfois, elles ne retournent rien. La fonction SO, tout à l'heure, elle ne retourne rien. Alors, quand elles ne retournent rien, les fonctions, parfois, on dit que c'est des procédures. Parfois aussi, les fonctions, elles peuvent modifier ce qu'on leur donne. Je leur donne deux choses, puis en fait, elles vont modifier ça. Mais ça, nous, on ne fait pas. Ça c'est pour les personnes qui ont déjà programmé une petite remarque ici. En Java, les paramètres sont passés comme des références, c'est-à-dire que si on modifie la référence, la valeur originale est modifiée. Ça, on ne fait pas. Nous, dans ce cours ici. D'accord? De toute façon, pour l'instant, on ne peut pas. Donc maintenant, notre code, en plus de descendre, de faire à gauche, à droite, on peut sauter à d'autres endroits. Avant, on avait les boucles elles nous permettaient de répéter un bout localement. Avec les fonctions, en fait, on a des sauts. Alors pourquoi on a des sauts dans notre code? Parce que les fonctions, on peut les déclarer où on veut dans la classe. Quand je dis dans la classe, regardez là-haut, c'est écrit classe. Là, on a un bloc qui définit l'intérieur de la classe. À l'intérieur de la classe, on peut mettre autant de fonctions qu'on souhaite, pas l'une dans l'autre. Okay? L'ordre des fonctions dans lequel on les met, ça ne change rien. Je peux mettre ça en haut. Pour autant qu'elle soit dans la classe, ça fonctionnera. Okay? L'ordre dans lequel on les met, c'est pas important, mais ça doit être dans la classe. Maintenant, quand j'ai ici mon main, alors notre main c'est toujours là où ça commence, quand j'ai mon main, là la fonction is0 va avoir pour effet de faire sauter notre code ici en bas. On va sauter, on va avoir ce mécanisme de transmission de paramètres, qui est représenté par la porte dans mon image, et puis on saute en bas, on fait notre code, et après hop, on ressaute là-haut. Vous vous souvenez de l'exemple où j'ai les trois valeurs absolues? Quand j'ai dans mon main abs a, je saute où il y a la valeur absolue, j'exécute mon code, je reviens où j'ai appelé la fonction. Plus j'avais plus abs b, je saute, je remonte, je saute, je remonte. Le corps des fonctions, il est exécuté que lors de l'appel d'une fonction. Si ici, je reviens un petit peu en arrière et je mets mon mail en bas, il ne faut pas lire ça comme ça. Il ne faut pas lire, voilà la classe, je commence par exécuter ça. D'abord, c'est pas possible, parce que qu'est-ce qu'on mettrait dans le i qui est là? On va être embêté. Notre code commence dans le main, toujours. Vous n'avez pas l'air de me poser de questions, cette année c'est toujours comme ça, on commence dans le main. Donc quand vous regardez ce que fait votre programme, il faut chercher dans le main. Où est-ce qu'il est le main, quel est le main exécuté, etc. Puis ensuite on descend. Si ici j'ai cet exemple, là on a différentes fonctions qu'on a déjà rencontrées, is0, abs et so. Ça commence, comment se passe notre code? On commence ici, on déroule vers le bas. Ah, je déclare une variable foo à laquelle je vais assigner une valeur qui est une expression. Voilà une expression. On va devoir faire le moins. Pour exécuter le moins, on va regarder ce qu'il y a à gauche et à droite en commençant par la gauche. Abs de moins 4. Abs de moins 4, hop, je vais sauter ici. Je fais ça, je déroule mon code. Quand j'ai produit mon résultat avec le return, eh bien, je ressaute ici en bas. Puis, je vais faire abs de 4. Hop, je saute là. J'exécute mon code. Je redescends ici. Puis, je peux faire ensuite le moins qui est là. Assigner la valeur à foo. Et ensuite, on a le if qui est en dessous. If prend une expression qui s'évalue à true ou false, qui est ici une fonction. J'ai mon is0 avec foo à l'intérieur, qui a une valeur maintenant. Je saute là-haut, j'exécute mon code. Je ressaute ici en bas. J'ai une valeur. Et ensuite, je fais SO avec SO qui prend ici une valeur, qui saute là-haut, qui fait tout ça et qui redescend là. Vous voyez comme ça devient compliqué en quelques secondes. Et puis, vous allez devoir comprendre ça, parce que sinon vous allez être perdu. Oui. Une question par rapport à ce que vous avez dit, des références fonctions. Oui. Ça veut dire que si on prend une variable qui est dans le main, dans la fonction, on va diviser par 2, et qu'il n'y a pas de return. Non. Non. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Là, c'est justement pas ça que ça veut dire. Non. Mais on va pouvoir faire ce que vous avez en tête là quand même. D'accord? Mais pas avec des variables type entier et tout ça. Ouais. Je voulais savoir si on pouvait stocker ou écrire des fonctions dans des classes
différente de la classe même. Oui, on va pouvoir, dès qu'on aura vu les classes, après l'examen. Ça marche? Très bien. Oui? C'est bon, une question? D'accord. Je vous propose que vous lanciez Eclipse et que vous implémentiez les deux fonctions qui sont là. Une première fonction qui implémente la somme de trois nombres entiers et une deuxième fonction qui retourne le plus petit de deux nombres réels. On prend maintenant 10 minutes pour faire ça. Le mécanisme de promotion des types marche partout lorsqu'il y a des types différents. Donc, si on va donner un double, on va lancer un short, après, c'est la même chose. Si on ne peut pas faire une opération de regard automatiquement, ça va dire, ok.
voyez, vous avez écrit la fonction dans la fonction, c'est pour ça que ça. Ici, on est dans la fonction. C'est pas une fonction. Vous voyez, c'est ça. Alors, ici, vous placez. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Exactement ça. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est parfait. Non, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, vous avez travaillé sur les deux fonctions. Qui a la gentillesse de me partager la fonction qui fait la somme de 3 entiers? Ce ne sera pas la plus difficile des fonctions qu'on va faire. Oui, monsieur Choukan, merci beaucoup. Oui. Oui. Oui, merci beaucoup. Quelqu'un fait autrement? Ça va très bien, oui. Non, ça c'est la forme courte pour déclarer des variables, pas pour déclarer des paramètres. Malheureusement, ça ne marche pas. Ok. Donc on est obligé de mettre statique devant les fonctions, nous. J'explique tout à l'heure pourquoi. Deuxième fonction, une fonction qui retourne le plus petit de deux nombres réels. Oui.
Votre collègue, M. Chevalet, a levé la main. Non, mais regardez bien la définition du problème. Que j'ai remis à l'écran, si jamais. Est-ce que vous voyez quelque chose qui joue pas? Oui. Du coup, qu'est-ce que vous changez ici? Les nombres réels, on les stocke dans quoi, Fibonacci? Des doubles ou des flottes. Des doubles ou des flottes. Donc mettons ici des doubles. Hein. Faute de quoi, votre fonction serait malheureusement partiellement incorrecte. Et regardez, du coup, si on a maintenant notre fonction, vous l'avez appelée small, hein. Moi je vais l'appeler autrement, je vais l'appeler small, c'est bien. Small de 5 et 9. Et je l'imprime avec mon ciseau de tout à l'heure. Voilà. On va faire comme ça, sinon on va être embêté. J'obtiens 5, c'est superbe. Regardez, on a fait la fonction qui fait le plus petit de 2, maintenant on peut faire le plus petit de 3. Si on veut faire on va faire ça autrement, pas sinon ici. Si on veut faire le plus petit de 5, 9 et 2, là on fait small de 5, 9, 2. Voilà le plus petit de 3 nombres. On prend le plus petit de 2, puis après on fait le plus petit des deux nombres qui sont le résultat de ça. Oui. On va pas mettre le temps de modifier la fonction, mais Non. un troisième argument. Non. Parce que peut-être j'ai toujours envie de faire le plus petit de 2. Ce qu'on peut faire, et ça va nous faire une parfaite transition pour le sujet suivant, merci beaucoup, Monsieur Chevalet. Alors, j'aime pas trop. Pourquoi D et E en fait, vous avez mis, Monsieur Votman? Ça, j'ai mis A, B, C. Ouais, alors j'aime autant mettre les lettres dans l'ordre dans ce cas-là si on n'a pas de raison particulière de le faire. Regardez, Monsieur Chevalet, ici on a une jolie fonction à 2 arguments, elle est parfaite. Vous voulez vraiment faire une fonction à 3 arguments, faisons-le, mais réutilisons la fonction à 2 arguments. Comme ça, on a les deux maintenant. Ça signifie qu'on peut mettre 2 ou 3 arguments. Ça signifie maintenant que comme on a ces deux fonctions qui sont là, celle-ci et celle-là, on peut utiliser ou small 5, 9, 3, ou, hop là, pardon, ou small 5, 2. On a fait deux fonctions. En gardant le même nom, on peut faire. Oui, en gardant le même nom, on peut faire deux fonctions. Alors ça, c'est lié à ce qu'on va voir maintenant, qui sont les paramètres des fonctions. Alors, une petite définition ici, on a ce qu'on appelle les paramètres formels et les paramètres effectifs. Les paramètres formels, c'est quand on écrit le prototype de notre fonction, vous voyez ici on écrit le prototype de notre fonction, et bien ça, A et B ici, c'est ce qu'on appelle les paramètres formels. Quand on appelle la fonction, par exemple dans le main, on a des valeurs qui sont ici effectives. Là, c'est 3 et 5. C'est les valeurs avec lesquelles on appelle vraiment la fonction. Quand on fait cosinus de 0, 0, c'est le paramètre effectif. Mais cosinus marche pour tous les nombres réels en réalité. Ok? Donc il y a une différence entre les deux. Et dans les paramètres effectifs, ce qui est important, c'est la valeur. Les paramètres formels, eux, ils existent que dans le corps de la fonction. Regardez, là on a x qui est un paramètre formel de la fonction valeur absolue qu'on connaît maintenant parfaitement bien. Ce x, c'est une variable qui est disponible localement que dans le corps de la fonction. On ne peut pas utiliser ce x ailleurs. Et ce x, il est fourni quand on appelle la fonction. Donc si on a un autre x ailleurs, il n'a rien à voir avec tout ça. Quand on a ici moins 34 qui est un paramètre effectif, c'est quand on fait ça qu'on met... Quand on appelle apps avec une valeur, qui peut résulter d'une expression évaluée, mais qui est une valeur, ce moins 34, c'est ce qu'on met dans x, et qui est utilisé ici formellement à l'appel de la fonction. Dans la variable x, ici on a la valeur moins 34. Là on va avoir la valeur moins 23. Puis ici on va avoir la valeur qui se trouve dans x, qui est là, mais ce x qui est là. Ici on va avoir apps de moins 23, ça va donner 23 dans la variable x, on va avoir 23. J'appelle apps de x, j'appelle apps de 23 en réalité. Le x, il disparaît à la fin. Les variables, quand on utilise une fonction, ce qu'on passe à la fonction, ce n'est pas une variable comme ça, on passe une valeur aux fonctions.
on passe toujours des valeurs. Moi, j'arrive avec une valeur, j'arrive pas avec une variable avec un nom, avec un titre, un machin. J'arrive avec une valeur. Je mets dans la fonction. Du coup, on peut faire ces appels-là, ça on a déjà vu. Regardons ici l'exécution pas à pas, ça peut vous aider. Là, c'est la définition de la fonction avec son corps, elle va être appelée uniquement là en bas. Hein. Donc là, on a abs de moins 34. Ce qui va se passer, c'est que moins 34 va remplacer la variable x partout dans la fonction. Et puis, ben, là, on va exécuter ce code. Est-ce que moins 34 est plus grand que 0? Non, donc c'est l'autre branche qui va être là. Return moins 34 qui s'évalue à 34, qui est une expression. Donc on fait un return 34. Puis après, dans A, on retourne dans l'évaluation qui était là au fond. Et bim, on met int a égale 34. Voilà l'ordre des choses. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Les fonctions, on peut les surcharger. Ça signifie qu'une fonction, on peut avoir plusieurs fonctions qui ont le même nom, mais un nombre d'arguments différents ou des arguments de type différents, ou un mix des deux. Voilà la première fonction max qui prend 2 entiers. Le max fait 12 entiers. On a une autre fonction, max de 3 entiers, max de 4 entiers, etc. Dans le prototype. Elles peuvent s'appeler les autres. Vous vous souvenez, apps dans max.apps, je vous ai montré, il y avait apps pour un entier qui retourne un entier, apps d'un long qui retourne un long, apps d'un double qui retourne un double, etc. Il y a plusieurs fonctions dans le même nom, mais des types différents. Ça, on a le droit de faire. Oui. Oui. Non. Que ce soit une constante, une variable, une expression, n'importe quoi, ce qu'on passe comme argument à une fonction, c'est une valeur. Non, on ne peut pas passer des arguments constants. Ok? Oui? Non. Ni d'arguments facultatifs, ni d'arguments nommés. On peut changer l'ordre des arguments. Ça n'existe pas en Java. Sauf erreur. Mais avec une grande probabilité. On ne peut pas discriminer les fonctions juste avec les valeurs de retour. On ne peut pas dire, ça c'est 2 fonctions différentes parce qu'elles ont un nombre d'arguments différents. Si j'avais max, int et max, double, ce serait aussi 2 fonctions différentes, même si elles ont le même nom. Par contre, si on avait max, int a, int b, il a défini une autre, mais ici qui retournerait un double, mais en gardant le reste pareil, ça on peut pas faire. On ne peut pas discriminer avec le type de la valeur de retour. Si vous savez pourquoi, bravo. Si vous ne savez pas, réfléchissez-y un peu. C'est en lien avec les conversions automatiques. Alors, c'est ce que je viens de dire. En Java, les fonctions, elles appartiennent toujours à une classe. On écrit toujours des fonctions dans une classe. Là, je suis dans une classe, je suis dans la classe funds. Il y a des fonctions à l'intérieur de cette classe. Il ne faut pas mettre des fonctions en dehors des classes. Et ça, c'est dû au fait que Java est un langage de programmation orienté objet. Et en fait, tout appartient à des classes dans un langage orienté objet. Et on a plutôt tendance à ne pas appeler ça des fonctions. Normalement, on appelle ça des méthodes. Formellement, ce que je vous présente là, ce n'est pas des fonctions, ça s'appelle des méthodes. Mais nous, on va utiliser ça comme des synonymes. Notre programme commence toujours dans le main. Main est une méthode. Cette méthode est un peu particulière. On la voit ici. Ce prototype ne peut pas être changé. C'est toujours public, static, void, main, string, args, crochet, crochet. Le public, il signifie quoi? Il signifie la portée. On verra plus tard. Pour l'instant, définition tout en public. Statique, c'est comment la fonction peut être appelée. Ça, c'est lié à l'orienté objet aussi, qu'on verra plus tard. Et puis, args, crochet, crochet, c'est-à-dire que c'est un tableau de string. Donc, on commence déjà à avoir quelques éléments autour de ce main. Et son prototype, c'est celui-là, on ne peut pas le changer. Donc, on utilise toujours celui-ci. Pour l'instant, déclarez toutes vos méthodes, toutes vos fonctions comme public, statique, et vous n'aurez aucun problème. Le public, vous n'êtes pas obligé, mais si vous ne mettez pas statique, vous allez avoir des soucis pour l'appel des fonctions. Okay? Erreur typique que vous allez rencontrer, et que vous avez déjà rencontré aujourd'hui pour certains et certaines, et que vous allez rencontrer demain, si le type de la fonction n'est pas void, vous devez avoir un return.
qui est avec un type qui est compatible dans le programme en question. Si le type de tour est void, vous avez ou 0 return ou un return, plusieurs returns sans paramètre. Les instructions après un return ne sont jamais exécutées. Si vous écrivez return quelque chose, puis en dessous du return, vous mettez du code, ce ne sera jamais exécuté. Et ça, le compilateur le détecte facilement. Et si on fait ça, eh bien regardez si par exemple... Encore une seconde. Si je fais ça, le compilateur va me dire ici that unreachable code, code qui n'est pas atteignable. Donc, vous avez vu avec moi aujourd'hui beaucoup de choses, les fonctions, les définitions, les appels, les prototypes, multiples ou pas. En réalité, c'est probablement Le chapitre le plus difficile de l'année. Ça n'a pas l'air, mais en fait, on a fait beaucoup de choses. Vous allez probablement trébucher un petit peu. Il y a une série d'exercices qui est là. Vous n'avez pas besoin de la rendre, cette série d'exercices, pour la semaine prochaine, d'accord? Faites-la, par contre, c'est une série qui est importantissime pour comprendre comment ça fonctionne. On aura aussi l'occasion de faire ça demain au labo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.